Bonjour, marché public, les groupements d'opérateurs économiques entre incertitudes et nouveautés. On en avait parlé ensemble, le 30 décembre 2024 a été signé un décret publié au JO du lendemain qui simplifiait pas mal de choses en matière de commande publique, pérennisation, prolongation du seuil de 100 000 euros pour les marchés de travaux, etc., etc. On en avait parlé. Parmi ces éléments, il y a la question des groupements d'opérateurs économiques entre incertitudes et nouveautés. Il y a la possibilité, un certain nombre de souplesses nouvelles en la matière, très bien, sauf que à pratiquer, commence à émerger d'un peu partout en France des questions sur comment on va gérer ces souplesses qui sont potentiellement piégeuses ou en tout cas qui ont des contours, qui ont quelques marge un peu floue. Alors, j'ai voulu poser des questions à mon associé Evangéla Carametro. Bonjour Evita. Bonjour. Première question, quelles sont les nouveautés en matière de groupement d'entreprise de ce décret? Alors, nous avons deux séries de nouveautés qui essayent en fait d'établir un cadre plus souple pour la constitution ou la transformation de ces groupements en cours de procédure. Alors, on a notamment deux articles qui ont été modifiés, les R2142-3 du Code de la commande publique. Dans le cadre de procédures incluant donc une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, les candidats peuvent se constituer en groupement après la remise des candidatures ou peuvent transformer ce groupement après la remise des candidatures et jusqu'à la signature du contrat. De même, donc là, c'est l'article R2142-26 du Code de la commande publique, les groupements peuvent modifier leur constitution, leur composition, sous certaines conditions. Pareil, après la phase de la remise des candidatures. La règle qui ne change pas, la rédaction du code a un tout petit peu été modifiée, mais la règle ne change pas. L'acheteur ne peut exiger une forme juridique déterminée pour le groupement qu'après l'attribution du marché et seulement si cela est bien sûr nécessaire à sa bonne exécution. Alors, en ce qui concerne, Eric, cette première nouveauté, c'est-à-dire l'article R2142-3 du Code de la commande publique, un candidat peut se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, c'est-à-dire après avoir déposé sa candidature avec un ou plusieurs des candidats invités déjà à négocier ou à participer au dialogue, ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours sous certaines conditions. Quelles sont ces conditions-là? Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées. Bon, ça va de soi. Et la constitution d'un groupement ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre les candidats. Et là, on peut se poser quand même quelques petites questions. Ce qui peut nous interroger ici est cette possibilité pour un candidat de constituer un groupement avec d'autres candidats, nous dit les textes, qui participent déjà à la procédure de passation. Ça nous semble un petit peu curieux. C'est-à-dire, il faut que les candidats se connaissent entre eux, sont connus d'une certaine manière, en sachant que l'acheteur ne divulgue pas évidemment le nom de participants à un dialogue ou à une négociation. Et là, il peut y avoir des problématiques d'entente anticoncurrentielle. Le risque peut être très fort dans certains cas. Il peut aussi y avoir des possibilités de restriction de la part des candidats d'une mise en concurrence. Évidemment, quand on a 5, 6, 7, 8, 9 candidats, tout va bien. Mais quand on n'a que 3, on voit bien que la mise en concurrence peut ne pas être effective pour la personne publique. Donc, l'efficacité aussi peut poser des questions. Bon, c'est aussi un ajustement au droit européen en réalité. Oui, tout à fait. Il y a eu déjà donc au moins une jurisprudence, notamment sur ce point-là, de la Cour de justice de l'Union européenne, en fait, qui concernait une législation italienne qui était assez restrictive sur ce point-là. Bon, l'acheteur peut autoriser cette évolution de la composition du groupement. Mais le doit-il et faut-il le rappeler dans le règlement de consultation? Oui, alors, donc bien, le texte dit bien, l'acheteur peut, donc il faut examiner au cas par cas. Déjà, il faut examiner si les conditions sont remplies.
Mais il est vrai que comme la Cour de justice de l'Union européenne incite quand même les États à être beaucoup plus souples hein, sur ce point-là, je pense qu'il faut bien qu'on examine les conditions si on est du côté de l'acheteur public. Et il serait plus prudent, si les conditions sont remplies quand même, bien sûr, hein, que l'acheteur autorise cette évolution du groupement, mais tout en respectant bien sûr l'égalité de traitement des candidats. Alors, s'il veut refuser de le faire, ce que j'aurais bien recommandé, bien sûr, c'est de motiver ce refus. Alors, est-ce qu'il faut qu'on l'indique dans le règlement de la consultation? Pourquoi pas pour des raisons pédagogiques? Aussi, comme la disposition elle est nouvelle, ça pourrait être bien que les candidats puissent en prendre connaissance et avoir ça sous les yeux dans le règlement de la consultation parce que ils peuvent ne pas être au courant de cette possibilité puisque le Code de la commande publique comporte plein d'articles et il est vrai que quelquefois on peut se sentir un peu perdu là-dedans. Faut-il avoir les garanties économiques, financières, techniques et professionnelles, comme d'habitude, exigées par l'acheteur? C'est une condition fixée par le décret. Oui, bien sûr, c'est une des conditions, mais ça n'a pas beaucoup changé par rapport à la législation précédente, hein, par rapport à ce qu'on connaît déjà. Et sur la seconde nouveauté, à savoir la modification de la composition du groupement, que peux-tu nous dire de ce fameux article R2142-26 du Code de la commande publique? Voilà, c'est cet article-là qui est concerné. En principe, la composition du groupement ne peut être modifiée, c'est ce qu'on connaissait déjà hein, de toute façon, entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, et c'est ça la nouveauté, la composition du groupement peut désormais être modifiée entre la remise de candidature et la signature du marché dans certaines conditions. En cas donc d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le groupement peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, ou alors plusieurs sous-traitants, ou alors des entreprises liées. Pour ce faire, il faut bien sûr obtenir l'autorisation de l'acheteur public qui se prononce après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformés et les cas échéants des sous-traitants ou entreprises liées présentées à son acceptation au regard des conditions de participation qu'il a déjà définies. Cette transformation peut aussi s'opérer dans le cadre de procédures incluant, comme je le disais pour l'autre article, une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, après autorisation encore une fois de l'acheteur, et lorsque les deux conditions sont remplies encore une fois, c'est-à-dire que le groupement dispose véritablement de capacités techniques, financières, économiques, professionnelles, etc., et lorsque cette modification, encore une fois, ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement des candidats et à une concurrence effective entre ceux-ci. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.